On voit à quel point, comme vous dites, il n'est pas du tout en train d'arrêter la guerre, lui non plus. Écoutez cette déclaration concernant, alors il fait allusion à un poète russe, Tchoutchev, qu'il cite très volontiers, patriote, qui parle de son opposition à l'Ouest, un peu comme Dostoïevski sur la fin était très nationaliste. Écoutez. L'année 2020 marque également le 225e anniversaire de la naissance de Fyodor Tchoutchev. Nous le citons beaucoup. Il était un véritable patriote, un homme instruit, large d'esprit et sage. Dans l'un de ses ouvrages sur les relations entre la Russie et l'Allemagne, il s'adressait à tous les Européens. Il écrivait « La Russie est prête à respecter votre légitimité historique, mais vous, de votre côté, apprendrez également à nous respecter dans notre unité et notre force. » Et faisons entrer un personnage, je vous en prie Sergueï Girnov, rejoignez-nous, vous êtes évidemment ancien officier du KGB, tout le monde vous connaît sur cette chaîne, spécialiste en renseignement, vous publiez ce nouveau livre, aujourd'hui même 5 juin, bonsoir Sergueï, L'ombre des légendes, un ex-commandant du KGB raconte, c'est aux éditions Istia et compagnie. On vient d'entendre Vladimir Poutine qui fait référence à la grande histoire, à la littérature russe, pour dire en quelque sorte, respectez-nous, et il s'adresse à l'Ouest, on a l'impression que les événements du jour font écho à ça pour lui. Ça fait écho à ça pour lui, mais vous savez, il joue beaucoup sur différentes choses historiques. Tantôt il fait référence à l'Union soviétique, tantôt il regrette l'Empire russe, tantôt il regrette Ivan le Terrible, tantôt Pierre le Grand. Donc en fait, il utilise ça pour la justification. Je ne sens aucune sincérité chez lui en fait, parce qu'on faisait partie du même organisme du temps de l'Union soviétique, le KGB. Donc on a prêté allégeance au Parti communiste, et donc lui qui a passé la première partie de sa vie à défendre soi-disant le Parti communiste, en fait il n'est pas sorti quand le Parti communiste, le KGB, était menacé en 1991 de chute. Il n'est pas sorti avec une arme à la main pour le défendre. Comment est-ce que vous expliquez là, on a le sentiment d'une revanche qui n'est pas assouvie. Beaucoup de commentateurs croyaient qu'il allait saisir la main que Trump lui offrait, beaucoup. Et pas du tout. C'est comme si la soif de revanche n'était pas encore assouvie. Et ça fait écho à votre livre. C'est une énorme revanche. Ça je l'ai écrit dans un de mes livres précédents qui s'appelle L'engrenage, parce que je suis persuadé que là il a subi une sorte d'humiliation de la part de l'Ukraine. Ça veut dire qu'en 2004, il est venu présenter son poulain qui était Yanukovych pour être élu à la tête de l'Ukraine. Il est venu physiquement en Ukraine. Et en fait, ça a provoqué le Maïdan, ça a provoqué le rejet de Poutine la première fois, et la deuxième fois en 2014. Et donc, en fait, Poutine déteste l'Ukraine et veut la détruire tout simplement. Amiral. Oui, il veut réaliser ses objectifs de guerre. Ce qui est bien avec les dictateurs, si j'ose dire, c'est qu'ils essayent de faire ce qu'ils ont dit. Et il est très clair, monsieur le président Poutine, il a dit dès le départ qu'il voulait reprendre l'Ukraine parce qu'il considérait que c'était un territoire russe et que par conséquent, il y avait droit. Voilà, donc on est exactement dans cet affrontement des volontés, on est dans cet affrontement des puissances, et la puissance russe veut s'emparer de son proche environnement. Tout à l'heure, l'amiral Vandier disait, il y a peut-être, c'est l'impérialisme, il disait il faut se préparer à ce que, il faut dissuader de faire pareil même avec un pays de l'OTAN, avec par exemple les pays baltes. Oui. Oui, et on est vraiment dans l'affrontement de familles de pays, des familles qui sont chacune leurs appuis, et là, en l'occurrence, la Russie essaye de préserver tout son espace et de le maintenir et de le consolider. Mais elle a aussi un gros problème, la Russie, au sud, avec tous les pays en stand, comme on dit autrefois, qui eux sont très tentés par qui la Turquie, qui la Chine, et elle a besoin de montrer sa force. Samantha. Oui, si vous parlez par exemple aux habitants des pays baltes, aujourd'hui, ils sont vraiment préparés, ils s'attendent à une véritable attaque des Russes. Et le problème que nous avons tous en Europe et dans les pays de l'OTAN, c'est que il faut éviter d'avoir un jour à faire le choix de soit faire la guerre à la Russie, soit laisser la guerre attaquer un pays de l'OTAN, ne pas réagir, et après il y aura un effondrement des infrastructures de sécurité européennes. Si la
Russie devait attaquer, on va prendre la pauvre Estonie qui est toujours citée sur ce plateau, mais c'est malheureusement une des cibles potentielles, eh bien l'OTAN aura deux choix, ou l'Europe aura deux choix, parce qu'il y a aussi une défense collective à l'intérieur de l'Union européenne. Soit réagir, mais est-ce que l'Europe va réagir? Est-ce que ça va expliquer à un Français pourquoi il fallait défendre l'Estonie dont personne n'avait entendu parler, pour beaucoup de gens, il y a 5 ans? Ou alors se mettre en guerre avec la Russie pour un petit pays dont peu de gens ont entendu parler, ou ne pas défendre ce pays, et donc voir l'effondrement de l'architecture de sécurité de l'espace euro-atlantique. C'est ça le choix que nous devons éviter. C'est pour ça qu'il faut dissuader la Russie. Il faut qu'elle comprenne que si elle s'attaque à l'OTAN ou à l'Union européenne, eh bien, ce sera mortel pour elle. Et c'est cette dissuasion, pas dans le but de faire la guerre, mais d'empêcher la guerre de venir, qu'il faut vraiment c'est pousser les capacités de l'OTAN en tant qu'association de défense. Parce que l'OTAN a été conçue pour défendre l'Europe. Et c'est ce que disait l'amiral Vendier tout à l'heure. Il faut absolument retrouver cette capacité classique sous le seuil nucléaire qui nous permet d'avoir un continuum jusqu'au seuil nucléaire pour ne pas être obligé d'utiliser les armes d'ultime avertissement simplement parce que la Russie menace ou est en train de s'emparer de l'Estonie. Tout ça est vrai, et j'ajouterais, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, amiral, c'est qu'avec Poutine, on a l'avantage de savoir ce qu'il veut. En décembre 2021, 2 mois avant le début de la guerre à grande échelle en Ukraine, il avait mis sur la table 2 projets de traités, les fameux traités dits de sécurité, qui auraient ramené l'Europe à la situation où elle était à la fin de la guerre froide. Et ces textes sont toujours sur la table, ils sont consultables sur Internet et ainsi de suite. Donc, on peut le croire. On peut le croire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, il faudrait que l'OTAN multiplie ses capacités d'action conventionnelles. Elle est très loin, pour l'instant, d'avoir fait le nécessaire. Mais le problème de l'OTAN, c'est que son principal membre semble marquer un certain manque d'intérêt dans la pérennité de l'OTAN telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Sergueï Girnov. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que en fait, vous dites il faut croire Poutine parce qu'il a annoncé quasiment la volonté d'avoir la main mise sur les anciens pays de Comecon et des anciennes républiques soviétiques. En fait, mais de quel droit il se prétend il prétend avoir un droit de regard sur le droit souverain de ces pays, un droit d'invasion. Oui, un droit d'invasion. Mais en revanche, tout à l'heure, je ne suis pas du tout d'accord avec une idée qu'a exprimée l'amiral Vendier. Il a dit la Russie mène une guerre existentielle. En quoi la guerre que Poutine mène actuellement, elle est existentielle. La Russie, c'est 17,5 millions de kilomètres carrés. À part la petite partie de Koursk et de Belgorod, cette Russie n'est absolument pas menacée. Poutine peut arrêter cette guerre aujourd'hui, elle n'aura aucune suite. Elle peut se retirer de l'Ukraine, ça n'aura aucune suite. Et c'est absolument pas existentiel pour la Russie. Alors je crois au contraire que c'est effectivement existentiel, tout simplement parce que la Russie a déjà été trop loin. C'est-à-dire que le problème, c'est d'avoir transformé toute son économie en une économie de guerre. Ça fait qu'elle a complètement négligé des pans entiers de son économie, comme le social, comme la santé, comme l'éducation, et que par conséquent, elle a tout mis sur les armées. Et ça, c'est le problème, c'est que cet engrenage, il est extrêmement difficile à stopper. C'est ce qu'on a connu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les économies qui étaient toutes tournées vers la guerre ont dû se reconvertir pour faire à nouveau des voitures et puis des chars. La Russie est exactement dans le même cas aujourd'hui. Elle ne fait plus que des chars. Elle ne fait plus que des drones, elle ne fait plus que des obus et des missiles. Et par conséquent, tout le reste est à l'abandon. Et puis en plus, elle a sacrifié sa jeunesse. Parce qu'entre ceux qui sont partis en exil et ceux qui sont morts, c'est toute cette élite, tous ces jeunes qui sont appelés à remplacer, qui l'ont démoralisé. Donc aujourd'hui, la Russie n'est pas en bonne situation. Et je pense que le mot existentiel n'est pas faux. Et pour le régime de Poutine, mais pas pour la Russie. Bénéfice. Restez avec nous dans quelques instants, la riposte russe plus précisément, puisqu'on a d'autres signaux qui viennent en particulier du Kremlin. À tout de suite.